Et on retrouve Jean-Louis Montagu. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous nos auditeurs, toujours fidèles. Ben c'est ça, heureusement d'ailleurs, ils peuvent nous retrouver sur le net, sur la fréquence bien sûr. Notre saga patrimoine sur Ribérac, qui rebondit d'événement en événement. Absolument. C'est le suspense maintenu depuis si longtemps. Oui, on calcule plus maintenant. Et on retrouve en ligne pour la seconde partie de cet entretien. Elle est en ligne, Maïté Etchechouri. Bonjour. Oui, bonjour. Conservateur général du patrimoine, vous dirigez les archives départementales à Périgueux. Et donc, on va encore avoir des questions à vous poser sur les archives, comment les conserver, comment les feuilleter, les consulter, comment peut-être donner aussi des fonds. Donc, il y a une méthodologie sûrement. Oui, du concret. Du concret. Voilà, on a envie d'en savoir plus. Mais d'abord, sur Ribérac ou le Ribéracois, est-ce que vous avez des documents? Est-ce que vous avez des fonds peut-être privés qui vous ont été donnés? Alors, sur le Ribéracois ou Ribérac, je dirais qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Bon. Il y a dans les archives publiques, par exemple, vous allez trouver bien sûr le cadastre, vous allez trouver l'état civil, vous allez trouver les dénombrements de population, donc ça fait déjà une masse assez considérable, mais concernant effectivement la population. On a les plans cadastraux napoléoniens. Ah oui, je l'ai utilisé. On a aussi donc tous ces premiers documents que je viens d'indiquer sont consultables en ligne sur le site des archives. On a aussi l'enquête de Cyprien Brard. Cyprien Brard était une personnalité assez intéressante du 19e siècle, puisque c'est lui qui a fondé les verreries du Lardin et donc la petite localité qui s'appelle toujours Brardville d'ailleurs. Ah bon. Et il était très intéressé par tout ce qui était statistique. Et en 1838, il a proposé au préfet de lancer une grande enquête envoyée au maire avec des séries de questions pour connaître le département. Et cette enquête de Cyprien Brard donc, a été conservée. Nous l'avons numérisée également et mise en ligne. Et là, vous avez, à travers des questions parfois qui nous semblent un petit peu exotiques, parce qu'on a perdu de vue certaines réalités de cette époque-là, vous avez un panorama, un portrait de ce que pouvait être donc la Dordogne rurale en 1838. Donc des questions sur les cultures, sur les coutumes, fait-on chabreau dans la commune ? Y a-t-il des fêtes votives, des superstitions? Alors, évidemment, tout n'est pas rempli, mais c'est un document qui est particulier à la Dordogne, qui n'existe pas dans d'autres départements, et qui est une source toujours précieuse pour l'histoire locale. D'accord. Donc, sinon, concernant le Ribéracois, nous avons de la presse locale, le bulletin de Ribérac, le journal de Ribérac qui succédait en fait à un journal qui s'appelait La Drône, l'étoile de Ribérac. L'étoile, voilà, nous on connaît surtout l'étoile qu'on a ici d'ailleurs. Voilà, qui est un journal assez connu. Il y avait après le Républicain de Ribérac ou le Ribéracois. Donc ça, c'est des collections que nous conservons et qui sont à consulter sur place parce que c'est pas encore numérisé. Mais on peut faire des photos quand même sur place quand on a un article. On peut faire des photos, oui. Bon. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. C'est parfait. Donc après, il y a aussi évidemment des ressources dans les publications imprimées. Vous n'avez pas l'écho du Ribéracois, le dernier journal? Si, on l'a. On l'a de la même façon qu'on a les... systématiquement, on est abonné parce que on est abonné à toutes les publications périodiques du département. Ah ben alors on est sauvé parce qu'on cherchait depuis longtemps où retrouver les archives de l'Écho. Merci. Alors après, des fois, on peut avoir des collections lacunaires parce qu'il y a eu des hasards dans les arrivées. Mais il faut jamais oublier qu'ensuite, en France, vous avez la Bibliothèque nationale qui permet souvent de pallier des manques sur le plan local et réciproquement, donc on n'est quand même jamais perdu. C'est la nouvelle bibliothèque François Mitterrand maintenant, c'est ça? Oui, mais enfin c'est toujours la même chose. Oui, non, mais ça a changé, de nom. De locaux, oui, de locaux. Bibliothèque nationale de France, maintenant, on a rajouté. Voilà. Oui, au Gallica, le site Gallica, des choses comme ça. Voilà, sur Gallica, donc ils commencent à mettre beaucoup de choses. C'est mais formidable. ensuite,
Évidemment, une partie de leur collection est toujours à consulter sur place. D'accord. Un peu comme chez nous, hein, ce que je disais dans notre précédente entretien. Il y a des documents sûrement qui malheureusement ont disparu de par peut-être des incendies, des guerres aussi dans l'histoire forcément. Oui, il y en a bien sûr. Bon, on a toujours en tête, par exemple, en Dordogne, ce qui s'est passé à Mouledier et dans d'autres communes qui ont été entièrement détruites par l'occupant allemand. Mais précédemment dans l'histoire, on attribue aux guerres de religion, par exemple, un certain nombre de destructions d'archives, notamment des archives qui dans d'autres départements sont très abondantes, qui sont les archives des institutions religieuses, des monastères. Par exemple, ici, en Dordogne, les archives médiévales des établissements monastiques sont inexistantes en fait. On n'a pas toujours eu le souci de conserver. Non, mais de nos jours non plus, je vous dirais. Enfin, on l'a peut-être eu, mais les destructions par-dessus. Voilà, donc effectivement, après, nous les archivistes, on est tributaires de ce que les siècles nous ont laissé. Oui. Mais après, notre travail, c'est de maintenir ce que nous récupérons dans le meilleur état possible, le plus longtemps possible. Et quel est le document dont vous seriez la plus fière en matière de conservation, enfin, le document rarissime? En fait, c'est toujours une question qu'on nous pose et il est très difficile d'y répondre parce que d'abord, on a beaucoup de documents et puis que chaque document, je dirais, a une particularité qui vous le rend spécial. Donc j'aurais un peu de mal. Je pourrais peut-être évoquer un don qui nous a été fait très récemment, un document qui est un manuscrit enluminé, donc qui n'est pas un document d'archives, mais un manuscrit qu'une famille nous a donné pour obéir aux dernières volontés d'un de ses membres qui était moine et qui est un magnifique pontifical enluminé, comme neuf. Il est du XVe siècle, mais on croirait qu'il a été fait hier. Et bon, c'est vrai que c'est le genre de choses dans une vie d'archiviste, ça arrive pas toujours, et c'est vrai que c'est quelque chose qui vous marque. Eh bien voilà, donc vous en avez bien, en effet. Mais j'en ai plein d'autres. et par moments, ces documents, vous pouvez les utiliser, les sortir pour des expositions. Ah ben oui, bien sûr, c'est une de nos missions également, c'est-à-dire valoriser le patrimoine que nous avons et donc d'accueillir ou de produire des expositions sur des thèmes, bien sûr, sur l'histoire du département, mais qui nous permettent de montrer des collections, de montrer des documents dont certains peuvent être effectivement tout à fait exceptionnels. Et sur des personnalités exceptionnelles aussi, je me souviens d'avoir assisté à une expo sur Léon Blois, par exemple. Ces manuscrits, je ne sais pas si ça venait de chez vous, mais sans... Ah non, c'est la médiathèque. Ah, c'est la médiathèque. Mais il y a des personnalités comme ça qui méritent notre attention et qui sont souvent un peu oubliées. Vous parliez... Léon Blois n'est pas tellement oublié. Il y a beaucoup de gens qui continuent à s'intéresser à Léon Blois. Lagrange Chancel aussi, dont... Il y a des personnages comme ça qui sont emblématiques. J'ai pu voir son testament, mais je ne sais pas si c'était de chez vous. Non, ça, je ne saurais pas vous dire. On a tellement de documents. Ça dépend où il est mort, bien sûr. Vous parliez de dons il y a quelques instants, donc d'une famille avec cette enluminure. On peut aujourd'hui faire des dons de quel ordre aux archives départementales ? On peut faire des dons de tout ordre. Ça peut être un don d'un petit fonds d'archives, d'un document comme par exemple ce pontifical enluminé dont je parlais. Après, nous, on aime bien discuter effectivement en amont avec les gens qui souhaitent nous faire des dons pour voir un petit peu leur intention. Aussi, apprendre le plus de choses possible. Quand il s'agit d'un fonds d'archives de famille, se documenter le plus possible sur la famille. Mais oui, les dons, on les accepte volontiers. On a en ce moment sous le coude le don d'un ensemble très volumineux de faire-part
de faire-part, donc de naissance, de mariage et de décès. Alors on pourrait trouver ça anecdotique, mais en fait, les faire-part sont des sources extrêmement précieuses, surtout au XIXe siècle, où on trouve énormément d'indications généalogiques sur ces faire-part. Donc voilà, on a ça en ce moment un petit peu en attente, mais la personne n'étant pas en Dordogne, il va falloir qu'on aille chercher ces 30 kilos de faire-part. Et voilà un exemple, vous voyez, de don assez, je dirais assez inhabituel, mais qu'on va accepter parce que c'est une documentation qui est très, très intéressante. Même des objets qui peuvent être anodins ou des textes qui peuvent paraître anodins peuvent être importants aussi, quoi. Tout à fait. Oui. Alors les objets, non. En général, c'est pour ça tout à l'heure, vous avez effectivement mentionné Léon Bloy. On évite entre musée et bibliothèque de se marcher sur les pieds. Bien sûr. Donc les objets, les dons d'objets, en général, on va les diriger plutôt vers des musées. Et tout ce qui concerne des manuscrits littéraires, par exemple, ce sera plutôt du ressort des médiathèques, sauf si, bien sûr, la personne tient absolument à ce que ça vienne aux archives départementales. Mais en tant que j'y pense, on a oublié d'en parler, mais quelles sont vos relations? Moi, j'ai trouvé pas mal de choses aux archives diocésaines, du temps de Monsieur l'abbé Bouet, qui nous a quittés il y a quand même, qui était un homme remarquable au point de vue archiviste et historien. Est-ce que vous avez des relations avec eux? Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'ils deviennent? Oui, enfin, on se voit régulièrement. C'est vrai que après, les archives diocésaines sont des archives privées, donc ils conservent les registres de catholicité à partir du moment où la Révolution a décrété que l'état civil serait laïque et républicain. Donc voilà, mais on se connaît et on n'hésite pas quand il y a besoin à se remettre mutuellement des documents qui devraient être chez l'un ou chez l'autre. D'accord. Mais ils ont des richesses. Je me souviens, il m'avait montré des tomes de manuscrits d'un prêtre qui avait écrit la vie quotidienne de différentes paroisses. C'était passionnant. Oui. On les a en microfilm depuis très longtemps. Ces documents-là, on les avait microfilmés. Donc, voilà. Brugière. Oui, voilà. Ce sont les monographies de l'abbé Brugière, où il avait écrit l'histoire de quasiment toutes les paroisses du département d'une toute petite écriture microscopique. Exactement. Je l'avais vu aussi. Effectivement, oui, c'est conservé aux archives diocésaines. Bon. Quelles sont les modalités pour un kidam qui souhaite un jour, comme ça, chercher des documents, soit personnels pour sa famille ou pour faire un livre? Comment ça se passe? Écoutez, ça se passe relativement simplement. Il peut venir aux archives, et puis donc il est accueilli en salle de lecture et il expose l'objet de sa demande et on essaiera de le guider. Il faut déposer ses affaires en entrée, si je me rappelle bien. Oui, comme dans beaucoup d'endroits. Oui, il y a un vestiaire, on vous fait une carte de lecteur, etc. Ça fait drôle, c'est pour ça que... donc, le personnel, bien sûr, explique comment on cherche dans les archives, parce que c'est vrai que on a bien sûr des outils de recherche qui sont informatisés et par exemple vous allez taper votre nom, le nom de votre famille, et puis s'il y a des résultats, vous les verrez apparaître. Mais il faut bien se dire que, par exemple, je vais prendre un exemple simple, mettons que votre ancêtre était instituteur. Oui. Bon, on va dire qu'il s'appelait, je sais pas. C'est le cas pour moi d'ailleurs. Voilà. Bon, mettons qu'il s'appelait Dupont. Donc vous allez nous dire, je voudrais le dossier d'instituteur de mon grand-père, arrière-grand-père, qui s'appelait Dupont. Justement. Donc, vous pouvez taper Dupont dans notre moteur de recherche, mais selon la façon dont les documents vont être rangés, vous n'allez pas forcément le trouver, parce que vous pouvez les dossiers d'instituteurs vont être rangés, par exemple, il y aura une boîte qui ira de Barillet à Étienne, et votre Dupont, il va être entre Barillet et entre Étienne. Donc ça ne veut pas dire, si vous ne trouvez pas Dupont dans le moteur de recherche, que Dupont n'y est pas. Ça veut dire que il faut avoir l'esprit suffisamment ouvert pour se dire, Dupont, j'ai une chance, c'est pas garanti, j'ai une chance de le trouver dans le carton
ce carton-là parce que ça va de la lettre B à la lettre E. Vous savez que vous répondez à une question que je me pose encore, moi, sur ma tante qui était institutrice, et je savais pas que vous aviez les dossiers des instituteurs, parce que dans le livre de Madame Etchegouri, là, elle dit que tout a été emporté en Alsace pendant l'occupation ou après le. Non, je vois pas qu'on fait allusion, mais en fait, les archives départementales conservent les dossiers d'instituteurs et d'institutrices. Alors, parfois, ils sont pas très riches, ça dépend des périodes. Oui. En revanche, les dossiers de professeurs, dès que vous êtes tapé dans les professeurs, ça, c'est des dossiers qui sont conservés aux archives nationales. Eh bien, écoutez, on va aller vous rendre visite très rapidement, du coup. Oui, venez. Ça veut dire qu'il y a quand même une méthodologie pour faire des recherches. Oui, parce qu'en fait, c'est un petit peu comme, je dirais, un détective privé qui se lance sur une piste. Il faut avoir présent à l'esprit que, par exemple, vous allez chercher des documents sur une commune. Il faut savoir que le personnel des archives vous l'indique, que longtemps, toutes les actions, les actes des communes étaient soumis au contrôle de l'État. Oui. Donc, l'État, la préfecture et les sous-préfectures, et que nous avons eu en versement les archives de ces bureaux des préfectures qui suivaient l'activité des communes. Donc, dans la série O, par exemple, qui s'appelle Administration communale, vous allez trouver des copies d'un certain nombre de choses, d'un certain nombre de dossiers, dont très souvent il n'y a plus de traces en commune, mais qui ont été conservés au niveau départemental avant leur transmission à l'échelon national. Et très longtemps, avant la décentralisation, par exemple, on va dire sur un grand laps de temps. Et la loi de 83 de Defer. 19e, première moitié du XXe siècle, vous avez des documents concernant les communes, non seulement aux archives départementales, mais aussi aux archives nationales. Parce que c'était la logique d'un État centralisé. D'accord. Donc, vous voyez, c'est un petit peu Et après, donc effectivement, il faut être en mesure de reconstituer un petit peu le fonctionnement des institutions pour comprendre, parce que nos documents, ils sont pas rangés, on va dire, de manière méthodique, comme par exemple un centre de documentation. Ils sont rangés comme les administrations nous les ont versés. Ah oui, d'accord. Donc c'est la même chose pour les archives des ponts et chaussées. Vous cherchez l'histoire de la route de Ribérac à Saint-Aulay, par exemple. Eh bien, il va falloir chercher dans les archives des ponts et chaussées, parce que effectivement, nous avons les construction. Oui. Ah, c'est formidable. Donc il faut s'armer de patience. Et puis ne pas se décourager. Parfois, il faut chercher à côté d'où on allait au départ, et puis on peut trouver. Voilà, puis des fois on trouve ce qu'on ne cherche pas, donc c'est toujours aussi amusant. Ouais, très amusant, en effet. Merci beaucoup pour ces quelques minutes que vous nous avez accordées. Avec plaisir. Quels sont les horaires d'ouverture? Et puis peut-être a-t-on des informations complémentaires sur le net aussi? Tout à fait, oui. On tient régulièrement à jour notre site internet avec des actualités qui sont renouvelées. Alors en ce moment, la salle de lecture est ouverte de 8h30 à 17h avec une coupure entre midi et 13h30. Et nous sommes fermés le mercredi matin. D'accord. Et j'espère au mois de septembre pouvoir reprendre une ouverture normale avec notamment journée continue de 8h30 à 17h. Mais là, pour l'instant, on continue à observer des précautions et nous limitons l'entrée à 6 personnes. Donc, il faut réserver sa place à l'avance, pas beaucoup, en téléphonant. On va passer à 9 bientôt, mais voilà, il faut réserver sa place. Et j'espère qu'effectivement, à la rentrée, on pourra revenir à un fonctionnement plus naturel. J'ai connu des assistantes un peu plus nombreuses. Où on n'arrivait même plus à trouver une place. C'est ça. Oui, à une époque. Mais vous avez d'ailleurs combien de places dans la salle de lecture à peu près? On en a entre 35 à peu près. Ah oui, ça va. Mais beaucoup de gens maintenant commencent toutes leurs recherches sur Internet, donc on les voit moins. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, madame, pour ces quelques minutes, en tout cas. Merci. Et puis, la diffusion interviendra bientôt. Voilà. Et de toute façon, ce sera en podcast. Voilà. Merci beaucoup.